Si vous nous rejoignez, bonjour et bienvenue sur Ziana TV, la chaîne de la diaspora. Notre grand témoin aujourd'hui, c'est un homme qui est principalement consultant et expert auprès de nombreux organismes, dont l'Institut international de droit d'expression et d'inspiration française, l'IDF en sigle, juriste et diplômé politique. Il est politologue formé aux universités de Brazzaville, de Tunis, de Bordeaux, de La Haye, et il est principalement lauréat de l'Académie internationale de droit constitutionnel. Mesdames, Messieurs, il a été longtemps enseignant à l'Université de Brazzaville entre 1984 et 1997. Vous imaginez donc le nombre d'étudiants qui sont passés entre ses mains, ceux qui disent le droit aujourd'hui au Congo, avant d'être attaché comme chercheur au CRIDO à l'Université de Limoges entre 1997 et 2006. C'est un spécialiste du droit et du droit constitutionnel qui, de temps en temps, a des missions universitaires dans plusieurs universités, notamment au Caire, à Montréal, à Beyrouth au Liban et à Lausanne en Suisse. Mesdames, Messieurs, recevez avec moi Monsieur Félix Bakunda Pelé. Bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, vous êtes souvent rare, en fait, à la télé. On vous voit très peu. Certains qui vous découvrent aujourd'hui se disent, mais tiens, qui est-il, ce monsieur, qu'on reçoit en grande pompe avec un CV qu'on dirait aussi long que le bras. Félix Bakunda Pelé, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots, par vous-même, qui êtes-vous finalement? Ben, je m'appelle Félix Bakunda Pelé. J'aime plutôt écrire que parler. Oui. Même si je sais que la société africaine, c'est essentiellement une société orale, mais vous connaissez l'adage, les écrits restent, les paroles s'envolent. Et que de ce point de vue, je préfère effectivement cette attitude plus rationnelle de l'écrit que celle de l'oralité. Et c'est pour ça que, ben oui, bon nombre de Congolais peuvent peut-être me découvrir aujourd'hui, mais en fait, j'écris beaucoup, cher monsieur. Voilà, donc beaucoup vous ont déjà lu, notamment ces jeunes que vous avez vus passer dans vos amphithéâtres du côté de Brazzaville, à l'université Marien-Ngouabi. Il y en a beaucoup, oui, qui sont aujourd'hui d'ailleurs dans les couloirs du pouvoir, mais ne nommons pas les gens. Non, on ne les nommera pas, ils se reconnaîtront pour ceux qui vous découvriront. C'est clair. Vous êtes parti de Brazzaville en 1997, alors que vous étiez à cette université, vous avez enseigné le droit, notamment le droit constitutionnel, qui est votre spécialité, de 1984 à 1997. Comment avez-vous vu cette jeunesse congolaise, notamment sur cette question de constitution, puisque l'actualité finalement nous a rattrapés? Est-ce que vous avez pu noter certains de vos élèves durant ce grand débat sur la constitution? Oh bon, vous savez, je regrette qu'au Congo, disons, les questions matérielles, les questions subjectives prennent plus de place que les questions d'idées, les questions d'idéologie qui, à mon avis, devraient beaucoup plus animer les individus. Et ce qui fait les dérives actuelles, c'est justement parce que, ben, finalement, le matériel a pris le dessus, comme je le disais, sur les idées. Et c'est regrettable. Parce qu'au fond, ce qui construit, ce qui consolide, ce qui permet effectivement, disons, d'assurer, je veux dire, l'avenir d'un pays, c'est les idées. Et aujourd'hui, justement, ces idées, pratiquement, enfin, ce qui fait l'homme, ce qui fait l'idéal, ce qui fait la construction d'un pays, se détruit. Mais pourquoi? Mais tout simplement parce que, mais je ne vous apprends rien en disant cela, ben, la grande majorité des Congolais, de l'élite d'aujourd'hui, est née grosso modo pauvre. Et donc, ils ont longtemps vécu avec l'idée de manque. Et donc, de ce point de vue, quand ils se retrouvent également maintenant dans le contexte où ils peuvent effectivement, disons, acquérir le matériel, ils n'hésitent pas. Et c'est dommage. Il y a un auteur bien connu par tous qui s'appelle Albert Memmi, qui parle un peu dans le même sens de ce qu'on a appelé, disons, en quelque sorte, disons, la mentalité du colonisé. Oui. Voilà. Et il essaie d'expliquer cela en disant qu'effectivement, voilà, le problème, disons, de l'Africain, c'est que pendant longtemps, il a vécu dans une situation où il manquait un peu tout, et donc il apparaît parfois comme complexe, un peu par opposition, effectivement, disons, disons, au colonisateur, lui, qui lui également vit un complexe qui est celui de la supériorité. Bon, donc c'est peut-être pas tout à fait, disons, de même nature, mais ça donne une idée du comportement de la majorité des Congolais aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas, disons, une bonne maîtrise de l'environnement dans lequel ils se retrouvent. Vous avez parlé de valeurs, en fait, vous parlez de conviction. Oui. Or, nous avons constaté que dans le débat actuel, notamment le problème d'honneur que vous dites,
Aujourd'hui, ce sont des valeurs qui manquent à cette société congolaise, notamment, c'est des choses qu'on a reprochées, en fait, aux hommes et aux femmes qui font la politique congolaise aujourd'hui. Déjà, vous, Félix Okonapele, quelle est votre analyse de la situation politique congolaise aujourd'hui? C'est une grande question, mais je vais essayer de le dire dans les grandes lignes. Et avant de le développer un peu, je ne suis pas un homme politique, pour m'en parler, mais vous me permettrez à cette occasion de présenter à ma façon des condoléances aux familles qui ont perdu effectivement des proches. Parce que on pensait que ces séquences relevaient du passé, et voilà qu'on les revit. Parler des événements du 17 et 20 octobre dernier. Du 20 octobre dernier, effectivement, où on a une fois de plus perdu de nos compatriotes qui étaient relativement jeunes. Et je pensais que pas qu'au XXIe siècle et à un moment comme celui-ci, on pouvait encore vivre ces situations. Vous voyez que j'en parle avec beaucoup d'émotion. Donc, d'abord des condoléances, disons, pour ces familles qui ont perdu effectivement leurs proches. Un leader, un pouvoir qui confond, disons, ses concitoyens avec du bétail, parce que c'est bel et bien le cas. Vous êtes dans un environnement comme celui-ci en France où, malgré quelques ratés, parfois, de temps en temps, et qui peuvent être corrigés par la justice, eh bien, c'est quand même la démocratie. Et vous savez que même un voleur, un violeur, ou même un meurtrier est abattu, ça fait l'objet d'une enquête. Dans le cas du Congo, des jeunes gens qui ne sont pas armés sont abattus. On ne fait même pas exprès de mettre une commission d'enquête. Donc je disais, un pouvoir, un dirigeant qui confond, disons, ses concitoyens avec du bétail. Un pouvoir qui confond, disons, la Constitution avec du Kleenex. Peut-être que la grande majorité de nos compatriotes ne le savent pas, cher monsieur. Nous sommes à la 9e Constitution, au 9e texte constitutionnel sous le général Sassou Nguesso. C'est sans précédent dans l'histoire constitutionnelle mondiale. 9 textes constitutionnels sous la houlette d'un seul individu. Ça veut dire tout simplement qu'en fait, la Constitution ne veut rien dire. Un pouvoir qui, curieusement, semble prendre du plaisir à humilier, disons, les individus. Pourquoi je le dis? Je ne vais pas retracer ici toute l'histoire du Congo, mais savez-vous que le pouvoir, comment est-ce qu'on le définit? C'est un mariage entre les gouvernants et les gouvernés. Nous savons tous qu'à l'occasion des élections, disons, de 1992, des toutes premières disputées dans l'histoire du pays, le président Sassou Nguesso était candidat et il avait été battu de la manière la plus sévère, puisque avec le président Kolimba, ils étaient les deux seuls à ne même pas émerger au premier tour. Donc, battu en 92, il revient quand même en 97 dans les conditions que tout le monde connaît. Mais en parlant au nom du peuple comme président de la République. Ça pose un problème. C'est un cas connu de tout le monde. C'est humiliant. Vous imaginez un instant, c'est comme une femme qui a dit non à un homme et puis l'homme dit, ben oui, vous ne voulez pas de moi, mais je suis quand même là. Aujourd'hui, en fait, on ne va pas faire le médecin après la mort, ni encore refaire le match, comme on dit. Le débat constitutionnel a passionné les Congolais. On a tout entendu, tous les arguments. La première surprise pour les néophytes, c'est qu'on voit des professionnels qui sont incapables d'interpréter le même texte, les mêmes articles. Il n'y en avait pas 15 000 à interpréter, notamment 2 ou 3. Et on se retrouvait avec une situation tellement difficile, vous avez déploré tout à l'heure des morts, mais qui sont partis d'un débat quasiment incompris des néophytes. Aujourd'hui, j'ai en face de moi le possible d'avoir vous, en tant que constitutionnaliste spécialiste. Comment avez-vous en fait apprécié ce débat, sans rentrer en fait dans les grands détails, juste nous dire aujourd'hui votre avis, puisque c'est fait, dans l'acte, mais comment avez-vous apprécié ce débat? Je dois vous dire tout de suite qu'il n'y avait même pas besoin d'interprétation. Je vous dis tout de suite, avant-hier, je suis venu ici à Paris pour un colloque sur le 800e, disons, de la Grande Charte de 1215. Et là, j'ai rencontré beaucoup, disons, d'enseignants de droit, de professeurs de droit, et qui m'ont dit, certains, qu'ils avaient été invités au Congo pour aller apporter leur expertise. Bon, ça m'a un peu fait rire, j'ai posé la question, je ne le nommerai pas, c'est
un ancien président de l'Association française de droit constitutionnel. Je lui dis, mais on vous appelait pourquoi? Je lui dis, on ne m'a pas dit pourquoi m'appeler, on me disait tout simplement qu'il fallait qu'il se rende au Congo pour, disons, aider à l'expertise. Je lui dis, mais enfin, mais il n'y avait rien à interpréter dans la Constitution congolaise puisque tout était clair et sans équivoque. L'interprétation n'a de sens que là où effectivement il y a une confusion. En l'occurrence, la question ne pouvait pas faire l'objet d'une interprétation puisqu'elle était claire et sans équivoque. Donc tout ce que l'on a dit autour, disons, de ces dispositions de l'article 56, 57 ou de l'article 86, 185, c'était tout simplement, mais très honnêtement, pour embrouiller les Congolais, pour justifier ce qui a été fait. Voilà, mais qui n'a aucun sens. Donc pour justifier ce qu'on appelle aujourd'hui cette fameuse forfaiture, en fait. C'est bel et bien le cas, très honnêtement. C'est une honte pour les juristes. Vous n'êtes pas opposant, et pourtant vous êtes un homme libre. Vous exprimez ici librement, mais vous avez un regard sur l'action de l'opposition congolaise aujourd'hui. Comment déjà l'appréciez-vous? Mais voilà, honnêtement, je vais vous dire ceci. Je sais que l'opposition travaille dans des conditions difficiles, mais je me permets en l'occurrence de souligner le côté un peu, disons, hétérogène ou parfois artificiel, disons, de l'opposition dans certaines, disons, des positions. Il y a une année exactement, on m'avait parlé de Lyon, c'est à cette occasion que, effectivement, j'avais fait, disons, diffuser un article qui avait été publié par la revue Politique et Parlementaire, une revue française, et que sur cette question, je disais que, voilà, c'est un article intitulé exactement « Passe-passe constitutionnel en Afrique, au Congo-Brazzaville, les politiques et les juristes ne savent plus à quel droit se vouer. » Et qu'est-ce que je disais? Je disais, mais il y a quelque chose de très contradictoire au niveau de l'opposition. Il y a eu un moment où nombreux ont criblé cette constitution et après, ils étaient en train de la défendre. De la même façon que certains étaient en train de défendre cette constitution et après, oui, c'est-à-dire donc notamment les pro-pouvoir, les turiféraires du pouvoir, et aujourd'hui étaient en train de dire que, cette constitution n'avait plus sa place. Je me rappelle que, disons en 2002, les pro-pouvoirs étaient en train de dire que c'était la constitution la plus adaptée au monde africain. Et je dis, comment se fait-il qu'aujourd'hui la situation se soit inversée? Honnêtement, je pense que ce qui faisait le point commun de pratiquement l'opposition, c'est le fait que, naturellement, et je peux les comprendre, qu'il fallait effectivement, disons, en finir avec le général Sassou Nguesso. C'est le seul point. Mais pour le reste, je ne trouve pas qu'ils aient un point commun. Donc, de ce point de vue, je pense que nous avons commencé, disons, ce petit échange, effectivement, par les idées. Je pense que, une fois encore, là, c'est le déficit des valeurs, le déficit des idées qui fait que, effectivement, au niveau de l'opposition, on se retrouvait dans une situation, pour le moins, renversante. Parce que, au fond, prenons l'hypothèse, prenons l'hypothèse où Sassou Nguesso avait dit qu'il n'était pas candidat. Je suis sûr qu'au lendemain de ce moment, l'opposition se serait retrouvée totalement dans une forme, disons, de renversement, parce que, au fond, je ne suis pas préparé pour vous. Mais il ne se serait plus retrouvé parce que le seul point qui les liait, c'était uniquement, disons, la prise du pouvoir. Oui. Ce que je peux comprendre. Mais de là est effectivement se contredire eux-mêmes dans la lecture qu'ils avaient effectivement la Constitution de 2002. Je trouve qu'il y avait là quelque chose d'insupportable et de décevant. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dans ma lecture à moi, aussi bien la Constitution du 20 janvier 2002 que la pseudo-constitution, disons, du 25 octobre dernier, répondent exactement à la même lecture. C'est-à-dire que c'est d'abord dans un contexte autocratique que c'est adopté, c'est des constitutions qui sont précédées par la violence, par la force, par le sang, et que de ce point de vue, la lecture doit être la même. C'est-à-dire que c'est des pseudo-constitutions qui ne répondent pas aux conditions, régulières d'adoption d'une constitution. Je vous rappelle que, mais ça a déjà été suffisamment dit, que la dernière constitution est adoptée, disons, à huis clos. Qu'elle est adoptée dans un contexte d'état d'exception, c'est-à-dire que où, effectivement, disons, il y a des blindés partout, sous escorte, disons, effectivement, militaire. En droit, quand un texte est adopté dans ce genre de contexte, ça n'existe pas.
C'est-à-dire c'est un texte qui, du point de vue du droit, est inexistant parce que le contexte est vicié, la procédure est viciée. Mais aussi, je pense quand même que jusque-là, la diaspora n'a pas, disons, une vue profonde de ce qu'il faut pour le Congo. Je vous donne un exemple. Mais ceux qui me lisent, me connaissent un peu, je pense, ne s'étonneront pas. Par exemple, j'ai toujours soutenu que l'institution présidentielle en Afrique et particulièrement au Congo n'a pas sa place. Peut-être que certains ne le savent pas. Le modèle reproduit dans tous les pays francophones, c'est le modèle gaulien, c'est-à-dire le modèle issu de la Constitution de la Ve République française. Donc, on sait par exemple qu'elle était une réponse à la situation politique que connaissait la France sous la Troisième et la Quatrième République, c'est-à-dire un contexte qui était celui de l'hégémonie parlementaire et qui avait entraîné l'instabilité. Voilà, disons, les deux principaux éléments qui ont déterminé la constitution de la Ve République et principalement, disons, les pouvoirs octroyés au président de la République, qui est donc le présidentialisme. Dans le cas du Congo et la plupart des pays africains, on n'a jamais vécu l'hégémonie parlementaire. Donc, c'est une institution qui est anachronique par rapport à la vie politique congolaise. Ça ne s'impose pas. D'autant plus qu'aujourd'hui, vous le savez autant que moi, même les enfants de 10 ans le savent, que le pouvoir en place a souillé l'institution présidentielle. Je vous le dis d'avance. Donc, de ce point de vue, je le dis ici, il faut tout simplement suspendre cette institution. Ce n'est pas un modèle qui n'est pas adapté au contexte politique africain, surtout maintenant. C'est un modèle d'abord historiquement anachronique et qui a été ensuite souillé par les pratiques des différents pouvoirs et pratiquement du pouvoir congolais de l'heure, et que de ce point de vue, je pense qu'il est salutaire tout simplement de remettre en cause ce modèle. Mais c'est un exemple parmi tant d'autres que je voulais aussi dire. Tout à fait. On va rester sur cette institution présidente de la République parce que quand on voit les louanges dithyrambiques en fait, dont fait l'objet le président actuel du Congo, Denis Sassou Nguesso, on se rend bien compte et certains justifient cela par cette pseudo-africanité où on a besoin d'un chef qui soit loué. Alors, est-ce que vous pensez le fait de pouvoir, entre guillemets, faire disparaître cette institution ne va pas aussi déséquilibrer en fait cette conception pseudo-africaine du pouvoir en disant un pouvoir c'est un chef et les autres qui obéissent? C'est la position de Sassou Nguesso, notamment dans le Figaro, disons du 11 mai 2000, où il avait été interviewé par un de vos homologues, et il disait qu'en Afrique, il faut qu'un chef ait des grands pouvoirs, sinon les citoyens sont désemparés. C'est exactement ce qu'il dit, et je ne fais que le citer là. Oui. Bien entendu, c'est une parfaite africanerie, parce que cette affirmation, c'est une insulte à l'intelligence des Africains. Et le plus souvent d'ailleurs, c'est très courant en Afrique, quand on est à court d'idées, quand on ne peut pas expliquer rationnellement une situation, on la justifie par la tradition. C'est le plus souvent cela. Mais en toute chose, en politique comme dans le civil, quand on est à court, disons, d'idées, on dit, ben oui, c'est en Afrique, c'est comme ça. Et donc, de ce point de vue, ça ne se justifie pas et pour différentes raisons. Premièrement, qu'aujourd'hui, après 5 décennies d'exercice du pouvoir dans le contexte du présidentialisme, honnêtement, et vous le savez, quels sont les Africains aujourd'hui qui peuvent dire qu'ils sont contents de leur président de la République? Chaque fois qu'on organise une élection en Afrique, une élection présidentielle en Afrique, on se dit que ça va éclater, à n'importe quel moment. Chaque fois, systématiquement. Et aujourd'hui, aucun État africain ne peut dire qu'il est à l'abri d'une crise politique. Aucun État africain. Voilà. Vous savez, pendant un temps, on a parlé par exemple de la réussite de la démocratie, disons, au Mali, jusqu'à ce que du jour au lendemain, tout cela se renverse. Ça peut arriver à n'importe quel moment. Donc, de ce point de vue, je pense qu'on gagnerait à mettre entre parenthèses, effectivement, ce modèle-là, où ne vous trompez pas, oui, où on dit l'homme providentiel. Non, je pense que les Africains n'ont pas besoin d'un homme providentiel. Je pense qu'il faudra tout simplement faire une lecture rationnelle et reconnaître que ce modèle est inadapté et qu'il faut trouver effectivement d'autres moyens d'aménagement de l'institution présidentielle. Mais il y a plusieurs formes, je n'ai pas, disons, une solution. Le modèle idéal, en fait. Bon, par exemple, je pense qu'on peut opter pour, disons, une présidence collégiale. Mais aussi, on peut opter tout simplement pour, disons, une présidence symbolique. Je prends la première hypothèse quand je parle, disons, d'une présidence collégiale. Par exemple, je vous dis tout de suite,
en Suisse, c'est un conseil présidentiel qui existe. Oui. Par contre, quand vous prenez effectivement, disons, le modèle français, la plupart, vous savez, la première fois que j'ai parlé, disons, de cela, certains compatriotes m'ont dit c'est utopique. Et quand je lui ai dit, mais dites-moi qui est le président allemand, qui est le président, disons, israélien, qui est le président, disons, dans le... Mais ils étaient embêtés. Ils ne se rendaient pas compte que le modèle français lui-même constitue une exception en Europe. C'est une exception. Le président allemand existe bien, le président italien existe bien, le président, disons, israélien existe, mais il est symbolique. Il n'a pas l'essentiel du pouvoir. On va revenir sur les institutions tout à l'heure, juste pour rester en fait dans cette idée, dans cette souillure en fait de l'institution présidentielle. Quand vous reprenez l'histoire du Congo, est-ce que c'est Sassou et aujourd'hui le seul président qu'on peut incriminer d'avoir été en fait celui qui a favorisé cette souillure, ou bien l'histoire congolaise en elle-même emmène soit à cette tentation, notamment quand il y a une durée aussi longue que celle qu'a connue, que connaît aujourd'hui Denis Sassou Nguesso? Ayant l'honnêteté et le courage de reconnaître qu'il n'a aucun équivalent dans l'histoire politique congolaise. C'est quand même le seul homme politique, je dis bien le seul homme politique du Congo, qui a pris des armées étrangères pour les amener dans son pays, pour humilier, tuer, voler les Congolais. C'est le seul, il n'a pas d'équivalent. Vous savez, dans tout pays, dans tout État digne de ce nom, quand un individu a été en intelligence avec l'étranger, il est, écrit ou non écrit, indigne de l'exercice d'une fonction publique. Indigne, je dis bien, de l'exercice d'une fonction publique. Dans notre cas, dans le cas de M. Sassou Nguesso, il a quand même pris des armées étrangères, pas n'importe lesquelles. Les plus enracinées dans la guerre, puisqu'aussi bien l'armée angolaise que l'armée tchadienne avaient plus de 25 ans de guerre, comme vous le savez, de guerre féroce. Oui. Et c'est ceux-là, comme par hasard, qu'on a pris pour venir, effectivement, disons, les lâcher comme des pitbulls, disons, dans certaines de nos provinces. Et c'est cet homme-là qui, non pas, disons, n'exerce pas une fonction publique, je veux dire qui n'est pas interdit d'une fonction publique, mais en plus qui exerce la fonction suprême. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui. Donc, logiquement, on ne devrait pas s'étonner de ce qui arrive. Oui. Nous avons commencé, disons, cet échange en parlant, effectivement, disons, de ce que j'ai appelé, moi, disons, une forme de barbarie politique, mais très honnêtement, chers compatriotes, comment peut-on comprendre que des Congolais non armés sont abattus et on ne prend même pas la peine de, je le répète, de mettre une commission d'enquête? Ceci explique cela. Donc on comprend que, ben, effectivement, l'indignité depuis le départ était affirmée et que certains membres de notre élite ont trompé, effectivement, le peuple en ne disant pas exactement que tout ce que nous vivons aujourd'hui était déjà écrit dans les conditions d'arrivée au pouvoir du général Sassou Nguesso. Et je pense d'ailleurs que nous ne sommes pas au dernier épisode. Nous aurons encore des choses à déplorer parce que ce qui s'est passé dans la dernière séquence démontre qu'ils sont prêts à tout, mais alors vraiment à tout, pour satisfaire effectivement, disons, leurs ambitions macabres. Voilà. Il y a aussi au sein de la diaspora des hommes qui sont prêts à tout pour se faire entendre, notamment une personnalité aujourd'hui qui, comme vous, reste assez discrète, qui aime plutôt la plume que les caméras ou encore les plateaux de télévision. C'est M. Zachary Bouao, que vous connaissez très bien. Oui. Il a aujourd'hui utilisé sa plume, déjà depuis J'ai recueilli jusqu'à la tragédie du pouvoir. Il écrit, comme vous aussi vous écrivez. Il a aujourd'hui, c'est quasiment, si vous me permettez, celui qui porte en fait la plume de cette opposition de la diaspora par rapport au contexte de Brazzaville. Que pensez-vous de cette démarche? Voilà, je lis effectivement M. Bouao et notamment, disons, sa première lettre ouverte à l'endroit, disons, de Sassou Nguesso. Je m'étais déjà un peu insurgé, mais enfin, il est universitaire, il sait que c'est la règle du jeu. C'est de bonne guerre, comme on dit. Voilà, donc ça n'a rien de personnel, mais je sais qu'il m'avait très bien compris. Bon, voilà, j'ai de l'estime pour lui et je pense que sur bon nombre de points, on se retrouve dans ce qu'il dit, notamment les appels qu'il a lancés, mais je dirais... Le dernier appel, c'est aux Congolais et à la force publique. Et à la force publique, exactement. Oui. Je dirais ceci. Je pense que il est de cette élite qui, au départ, a commis une faute, qui était celle de ne pas décrire le profil de Sassou Nguesso auprès de nos compatriotes. C'est ce qu'il fait maintenant. Ben, je dis pourquoi ne l'avoir pas fait avant. Parce qu'au fond, Sassou Nguesso n'a pas changé. Lui, il est resté le même. Le changement de constitution, nous avons parlé. Lui, il a commencé les changements de constitution depuis 1977.
Je rappelle qu'en 1977, il y a une constitution qui est celle du 24 juin 1973. Lui, il l'a changé le 5 avril 1977. Il a encore changé la constitution le 7 février 1979. Ensuite, le 30 mars 1979. Ensuite, le 8 juillet 1979. Donc, il n'en est pas, disons, je vais dire, un acte nouveau. Il a toujours procédé ainsi. Pour la première fois dans l'histoire politique de notre pays, je l'ai déjà dit, on adopte une constitution de manière consensuelle et démocratique le 15 mars 1992. Quand il revient dans les conditions que je venais de décrire, il change encore la constitution le 24 octobre 1997. Donc, au fond, lui n'a pas changé. Et il devrait d'ailleurs s'étonner que M. Boro, comme d'autres, disons, le critiquent, parce qu'il se dit, mais enfin, mais j'ai toujours fait de la même façon, pourquoi aujourd'hui vous me critiquez? Donc, si je peux, sous cet angle-là, donner un conseil, disons, à mon collègue aîné, disons, Boao, c'est de dire ceci. Lui et d'autres doivent aider les Congolais en disant qu'ils se sont trompés en 1997 et qu'ils ont fait mal au Congo, en soutenant un individu dont ils savaient qu'il était dangereux, parce qu'il l'est. Et que, de ce point de vue, nous savons tout ce qui se passe au Congo. C'est parce que, disons, le général Sassou Nguesso sait que les Congolais ne l'aiment pas, qu'il se plaît à les intimider et à les humilier. Comment allons-nous nous sortir de cette situation? Je pense, entre autres, que l'une des possibilités, c'est d'aider les Congolais à sortir effectivement de cette forme, disons, d'inhibition, parce qu'au fond, les Congolais savent que, même les enfants de 10 ans, je disais, savent aujourd'hui la nocivité, disons, du personnage et du système, et que de ce point de vue, ils ont besoin de dire clairement ce qu'ils pensent de M. Sassou Nguesso. Et que de ce point de vue, des hommes comme, disons, M. Boro, comme nous disions, doivent effectivement sortir des appellations un peu trop convenues, Monsieur le Président de la République, voilà. Je pense que ça inhibe les Congolais. Vous exigez, Félix Okonapele, de Charles Akeboro un acte de contrition. Est-ce que vous pensez aussi que cette exigence peut aussi être appliquée à Parfait Kolela ou encore au commissaire Lissa? Je vais vous dire ceci. À l'occasion notamment des mobilisations qu'il y a eu, j'ai entendu M. Parfait Kolela demander pardon au peuple. En disant que... Lors de ce fameux meeting... Voilà, que nous demandons pour avoir contribué à la mise en place d'un pouvoir qui était toxique. Vous l'avez félicité? Je le félicite très honnêtement. Je pense que c'est honnête de le dire parce que, bon, même si cela ne suffit pas effectivement, je veux dire, pour passer l'éponge, mais c'est déjà bien de commencer à le dire. Oui. Et quand je dis, oui, parce que de le dire, ça permet effectivement à la population de comprendre que, au fond, une personnalité comme Parfait Kolela qui lui dit, ça veut dire qu'effectivement, ce que nous pensons de ce monsieur... Problème. Voilà. Il y a un vrai problème. Voilà. Et le discours, malgré tout ce qui s'est passé dans la dernière séquence, où nos compatriotes sont morts, oui. Être là, entendre encore, disons, de temps en temps, dans les affirmations de certains, oui, monsieur le président, je dis non, il faut laisser cette affaire-là. Aujourd'hui, on constate aussi que la communauté internationale a un œil sur le Congo. À Brazzaville s'est tenue il y a quelque temps une réunion, en fait, notamment pour favoriser ce dialogue entre le pouvoir et l'opposition. Du côté africain, il n'y a pas grand-chose, il y a des timides points de vue, mais personne n'a s'est lancé. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, toutes ces communautés dites africaines ou encore internationales pourront en fait apporter quelque chose dans le débat politique congolais aujourd'hui? Je vous dis tout de suite, il faut craindre que l'opposition, je veux dire, accepte comme tel, disons, le texte qui a été proposé, disons, le 25 octobre dernier. Je pense que ce serait une grosse bêtise. Et ce qu'a voulu le pouvoir, c'est d'abord et avant tout, disons, poser cela pour ensuite évoluer, parce que, au fond, l'essentiel, ce n'est pas le texte, mais ce qui va découler de ce texte. Or, à partir de ce qui a été fait, le pouvoir a démontré qu'il voulait tout simplement imposer sa loi, c'est-à-dire ce qu'il veut. Oui. Et que de ce point de vue, l'opposition telle qu'on la connaît aura un peu de mal. Mais je veux dire aujourd'hui qu'il n'appartient pas seulement à l'opposition, nous étions en train de parler de la diaspora. Nous étions en train de parler, disons, de la contre-opposition, pardon, la contre-élite. Il faudra que cette contre-élite se mette au travail. Voilà.
pour dire exactement ce qu'il faut. Par exemple, vous avez vu, quand le 20 octobre, on a parlé effectivement, disons, la désobéissance civile, je pose la question suivante. C'est quoi la désobéissance civile exactement? Parce qu'il y a plusieurs formes. Et j'ai comme l'impression que la grande majorité avait en tête, oui, la désobéissance civile, disons, sur les lèvres, mais sur le contenu, sur les formes de la désobéissance civile, disons, ils n'ont jamais réfléchi. Je vous le dis comme ça au hasard, tout simplement parce que j'ai fait des travaux là-dessus, sur ce qu'on entendait par résistance à l'oppression, désobéissance civile, et je suis convaincu que nombreux de nos compatriotes, disons, ne savaient pas exactement. C'est pour ça que je vous ai dit que on avait beaucoup plus travaillé sur la dissuasion que sur l'action du 20 octobre. Je précise que, avant que Hollande ne parle le 21 octobre, sur le terrain, l'opposition était déjà en train de perdre pied. Donc j'ai bien peur que dans cette histoire, on ait beaucoup plus parlé, comme nous aimerions le faire, de boucs émissaires que, disons, de nos propres défaillances. Vous savez, la communauté internationale, dans la matière, je veux dire en relations internationales ou en droit international, il y a bon nombre d'auteurs qui soulignent qu'elle n'existe pas. C'est un peu ce machin dont parlait De Gaulle. Dans une certaine mesure, parlant effectivement des Nations Unies. Oui. Et que si, justement, l'opposition continue à attendre que la communauté internationale, elle risque d'être déçue. Parce que la communauté internationale, comme on l'appelle bien souvent, vise beaucoup plus la paix que la démocratie. Parce que bon nombre pensent que, ben oui, d'une façon ou d'une autre, aussi bien du côté du pouvoir que du côté, disons, l'opposition, bon nombre sont encore, disons, dans l'apprentissage et qui ne sont pas aussi démocrates qu'ils le prétendent. Je ne dis pas que c'est le cas, mais c'est bien souvent ce que pensent certains membres, certains États puissants de la communauté internationale. Donc, de ce point de vue, je pense que l'opposition, la diaspora, doit bien élaborer sa stratégie et doit moins attendre de la communauté internationale que de ses propres actions et de sa propre stratégie. Comment s'organiserait-elle cette intelligence? Un peu, est-ce que sous forme de parti politique, on voit que le modèle parti politique aujourd'hui est quand même assez décrié, est sous forme de collectif, un peu comme Yanama en fait, ou Balai Citoyen, qu'on a vu, que ce soit au Sénégal ou encore au Burkina Faso? Certainement pas sous forme de parti politique, parce que dès le moment où on dit parti politique, ça dit ambition et ça dit, je vais dire forcément, disons, compétition. Donc les chemins sont connus. Au bout d'un moment, disons que les ambitions personnelles vont l'emporter sur l'intérêt collectif. Donc certainement pas sous forme de parti politique, mais sous forme, disons, de société civile. Les Congolais, l'élite congolaise, selon effectivement les différents profils de formation, peut effectivement, disons, travailler en se disant d'abord, être convaincu que, et c'est bel et bien le cas, que le pays est en danger, que nous sommes là, disons, devant une mauvaise passe et qu'il faut effectivement trouver des solutions. Si déjà sur ce principe on s'accorde, je pense que le reste devait aller de soi, mais certainement pas sous forme de parti politique. Le terme classique, c'est tout simplement la société civile. Pour rappeler certainement Guy Menga, la transition escamotée, la transition congolaise, donc de 91, n'a pas résolu le grand problème. Sur les questions, on avait, de façon tout à fait pertinente, fait le recensement des problèmes, mais on n'a pas commencé à résoudre ces problèmes. Et quand le président, disons, le président Issouba est élu, il se retrouve avec tous ces problèmes importants qu'on avait soulevés pendant la conférence nationale, mais qui n'avaient pas connu un début d'exécution. Et je ne cesse de dire dans le cas du Congo. Imaginons, prenez l'hypothèse où demain un président est élu qui n'est pas autre, qui est autre que celui qui appartient, disons, au grand pouvoir. Il faudra qu'il résolve la question des biens mal acquis, qui est une question lourde. Parce que, effectivement, aujourd'hui, ce n'est pas 10-15 milliards, mais en milliers de milliards de pillages de nos ressources qu'il faut parler. Il faudra qu'il résolve la question des crimes massifs. Il faudra qu'il résolve la question de l'exploitation du pétrole congolais. Il faudra qu'il résolve le problème des antivaleurs qui se sont ancrées dans notre pays. Est-ce que vous imaginez un seul individu au Congo ou même ailleurs qui aurait le profil pour résoudre ces problèmes? Mais il faut qu'effectivement il y ait une transition qui permette effectivement l'esprit commun, c'est-à-dire le collectif, de commencer à résoudre ces problèmes pour que, je l'ai déjà écrit, pour que le Congo soit présidable, entre guillemets. Dans le contexte de l'heure, je suis convaincu qu'il n'y a aucun individu pour présider le Congo, même après ce système, parce qu'on s'est ancré effectivement dans les antivaleurs. Mais vous savez qu'il y a 3 éléments qui sont constants dans l'histoire politique congolaise, notamment chez M. Sassou. L'asphyxie financière. Chaque fois, il procède de la même façon.
il asphyxie le régime qui va venir de telle sorte qu'il ne puisse pas diriger. Deuxième élément, la déstabilisation militaire. Deuxième élément, c'est constant dans notre histoire politique. Nous savons aujourd'hui ce qu'est l'armée congolaise. Ceux qui se connaissent bien sont réservés sur la nature républicaine de cette armée et ce n'est pas faux. Et troisièmement, la question tribale, la question, disons, régionaliste, ce n'est pas rien. Moi, j'ai toujours pensé, et notamment dans le cadre de l'élaboration d'une constitution véritablement adaptée, qu'il faudra un jour effectivement prévoir une haute autorité de lutte contre les pratiques tribales. Voici. Ce ne serait pas une autorité administrative indépendante, mais une autorité constitutionnelle indépendante. Voilà. Qui se charge? Vous savez, donc, ici, il a existé une autre autorité de lutte contre les discriminations. Pourquoi dans le cas du Congo, pourquoi dans le cas des pays africains, on ne parlerait pas, disons, une haute autorité pour l'unité nationale et donc contre, effectivement, les pratiques tribales? En Afrique, le tribalisme et le régionalisme sont inséparables de la dictature. Ce n'est pas que, je ne veux pas dire par là que le but, disons, de la dictature, c'est cela. Mais la dictature les utilise pour cela. Sinon, le but d'un pouvoir, partout, de façon universelle, c'est le même, c'est d'abord et avant tout le pouvoir. L'ethnie et la tribu ne sont qu'un moyen. Mais, dans nos comportements, cette idée est ancrée. Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, notamment la question de la scission du pays. Mais c'est sur ça que je voulais vous relancer pour terminer, parce qu'aujourd'hui, suite aux récents événements du 20 octobre à Brazzaville, on a bien compris que certains partisans de la thèse sécessionniste en disant qu'aujourd'hui le Congo devrait se séparer, notamment avoir un Congo Nord et un Congo Sud. On voit très bien M. Modeste Boukadia et Prosper Poitipango qui sont en train de s'organiser avec toutes les références officielles, en ayant un drapeau, en ayant une devise, en faisant toute la démarche auprès de l'ONU afin de séparer le Congo, tout simplement parce qu'aujourd'hui, une partie du Congo ne se reconnaît pas dans la pratique du pouvoir qui est celle d'aujourd'hui. Vous en pensez quoi? C'est justement ce que j'étais en train de dire. Donc, il faut dire que ces idées ne naissent pas du hasard. Elles sont les conséquences des pratiques qu'on a effectivement, disons, dénoncées, décrites ici. Et donc, de ce point de vue, premièrement, le plus mauvais choix qu'on puisse faire, c'est de répondre par le mépris à cela. Ça doit être mis sur la table. Ce n'est pas mon point de vue, mais il faut bien se dire comment est-ce qu'on en est arrivé là. Mais surtout comprendre que le but d'un pouvoir, ce n'est pas le tribalisme et le régionalisme. C'est là justement, disons, je veux dire, l'erreur dans ces théories. C'est-à-dire que j'ai l'habitude parfois de faire rire certains compatriotes. Je disais que si Sassou Nguesso était convaincu que pour rester le plus longtemps au pouvoir, il faut donner plus, disons, aux régions autres que les siennes. Il hésiterait un peu parce que ce n'est pas dans sa culture, mais en définitive, il le ferait. Puisque le but visé, c'est le pouvoir et non la tribu. Donc, la tribu, la région ne sont que des moyens. Le but, c'est le pouvoir. Et que de ce point de vue, le pouvoir dictatorial au Congo et en Afrique n'a rien de différent avec les dictatures telles qu'on les a vécues ailleurs. Donc, de ce point de vue, ça ne changerait rien. Ça ne changerait rien puisque le but, c'est le pouvoir et que dans ce pouvoir, nous voyons effectivement, disons, les ressortissants d'autres régions qui jouent le rôle que l'on connaît, qui est celui uniquement de donner l'impression d'un certain pouvoir national. Donc, si le principe, c'est que la tribu, la région ne sont qu'un moyen, et que la stratégie de certains de nos compatriotes qui parlent de la scission font de la tribu et la région le but du pouvoir, vous voyez bien qu'on ne parle pas la même chose. Donc l'état d'issue du Congo, pour vous, en fait, c'est juste... Il faut mettre l'idée sur la table, chercher pourquoi, disons, on en est arrivé là, et de ce point de vue, donner une réponse sérieuse à nos compatriotes pour dire, mais voilà exactement ce qu'il faut. Ce n'est pas mon idée, mais c'est pas... maintenant, c'est de dire le Congo est un et indivisible. Voilà, Félix Bakounapele, merci. Je vous remercie de m'avoir effectivement donné l'occasion de parler aux compatriotes, et puis j'espère que ce n'est pas la dernière fois et qu'il y aura d'autres fois. Eh bien, écoutez, nous serons très heureux de vous accueillir prochainement pour parler de tout et de rien, pas seulement du Congo-Brazzaville, mais aussi du droit. Dire le droit, parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, dire le droit, c'est un peu compliqué quand on analyse la situation du Congo, qu'on ait vu des juristes internationaux, en fait, aller dans le même sens que ceux de Brazzaville, et que finalement, personne n'ait vu ce qu'aujourd'hui on qualifie de forfaiture. Parce qu'ils étaient partis dans le cadre de leur propre intérêt, et de ce point de vue, ces juristes internationaux sont beaucoup plus allés comme mercenaires, je sais ce que je dis, comme mercenaires que comme
Je veux dire juriste. Voilà. Donc aujourd'hui, on peut parler des mercenaires du droit. Ah bien, c'est des mercenaires, disons, du 21e siècle. Hier, c'était des mercenaires armés, c'est aujourd'hui des Bob Denard en plume. Voilà, donc nous saluons les Bob Denard en plume, s'il faut le dire. C'est pour terminer sur cette note humoristique. Merci encore d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous qui nous suivez, mesdames, messieurs. Merci à Nogo Kumunga Koso pour les images. Vous tous qui aujourd'hui accompagnez cette action des Zana TV du côté de Nez-sous-Bois. Merci à vous qui êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.